Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Débat News en 2013. Et justement, on va commencer ce premier numéro de l'année 2013 dans Débat News avec un numéro spécial Révolution, puisque nous sommes le 14 janvier au soir et c'est une émission spéciale Révolution. Et à mes côtés, Madame Selma Bakar, membre du bureau politique du parti El Massar. Bienvenue. Bienvenue, merci Mahdi pour cette invitation. Et Monsieur Ahmed Tatar, membre du bureau politique du parti Tahrir. Bienvenue. Bienvenue à vous, ravi d'être parmi vous. Voilà, donc nous allons parler ce soir, donc c'est une spéciale Révolution. Nous allons revenir sur 2 ans de transition démocratique et mes invités, bien sûr, vont débattre sur ces 2 ans de transition démocratique et on reviendra aussi vers la suite, vers la fin de l'émission, sur un peu d'actualité quand même. Nous ne pouvons pas passer à travers l'actualité de la semaine. Alors, je vais commencer avec Madame Bakar. On vous connaît déjà cinéaste, et bien sûr, vous êtes députée à l'Assemblée nationale constituante, vous êtes donc membre du parti politique du parti El Massar. Aujourd'hui, quand on prend du recul, après 2 ans de transition démocratique, où en est la Tunisie? Elle en est, pour le moins que je puisse dire, elle en est au point mort. Mais si je me laissais aller à un regard un peu plus pessimiste, ce qui n'est pas dans ma nature, je dirais que nous avons même fait quelques pas en arrière, tout en reconnaissant quand même qu'il y a beaucoup d'acquis. Et le acquis pour moi, c'est la liberté d'expression. Bien sûr que moi, en tant qu'artiste, c'est un élément très très important, la liberté d'expression, mais quand je rencontre les gens dans la rue et le bon petit peuple tunisien, il me dit, nous, la liberté d'expression, c'est important pour vous. Nous, ce qu'on veut, c'est manger, c'est vivre dans la dignité, c'est avoir du travail, c'est ne pas vivre dans la précarité d'une habitation, parce que dans la délégation où j'ai été élue, qui se trouve à quelques kilomètres de la capitale, une quinzaine de kilomètres, il y a des situations de précarité à Ben Arous, de précarité sociale et économique. Il y a énormément de familles qui vivent bien au-dessous de ce qu'on pourrait imaginer comme seuil de pauvreté et de marginalisation. Aujourd'hui, si vous pouvez analyser justement 2 ans de transition démocratique par rapport au gouvernement qui a été mis en place. Voilà, ce gouvernement, moi je trouve que ça a été une énorme triche, pour moi, même en tant qu'élu. Parce que moi qui suis artiste et qui est venue, et je n'ai aucune honte à le dire, presque par hasard vers un engagement politique, quand j'ai fait ma campagne électorale et que j'ai rencontré des gens, il n'a jamais été question que je m'occupe de désigner un gouvernement. Il était question d'écrire une constitution et en fin de compte, de réfléchir l'avenir à long terme de ce pays par des lois, par comment faire pour éviter définitivement l'instauration d'une nouvelle dictature. Et quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, la principale préoccupation des 3 partis majoritaires, entre guillemets, la Troïka en l'occurrence, c'était comment partager le gâteau et comment installer un nouveau gouvernement. Et nous avons beau, nous, l'opposition, leur dire essayons d'être plus dans l'efficacité. Au lieu de partager ce gâteau, essayons plutôt d'aller vers la formation d'un gouvernement de technocrates. Ils voulaient exercer le pouvoir. Or, 1 an et quelques après cela, presque tout le monde, y compris certains membres de ce gouvernement, ne peuvent pas ne pas reconnaître aujourd'hui un échec presque total de la gouvernance de ce gouvernement. Monsieur Tatar, par rapport à 2 années de transition démocratique, aujourd'hui nous fêtons donc la 2e année de la révolution tunisienne, le 14 janvier 2011. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous, en tant que parti Tahrir, comment vous analysez ces 2 années de transition démocratique? Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Alhamdulillah, alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. 2 ans déjà, depuis une révolution spéciale. Pourquoi spéciale? Spéciale parce que... si on peut ouvrir une parenthèse. C'est une révolution qui essaye de pousser les intellectuels et toute la couche politique vers un changement. D'habitude, les révolutions sont faites inversement.
C'est les intellectuels qui dirigent l'opinion publique vers une révolution. Ce qui s'est passé en Tunisie est assez spécial. Dans ce spécial révolution, je parlerai d'une révolution assez spéciale. C'est le peuple qui a poussé tout le système, tout le processus du pouvoir à changer. Et jusqu'à présent, on remarque que si on parlait de bilan, on ne pourrait pas parler de performance. On ne peut parler aujourd'hui que d'actifs, peut-être bien assez faibles, comme l'a présenté Mme Salma Bakar, sur plusieurs plans, sur les plans socio-économiques. Nous remarquons que nous sommes encore très loin des attentes de cette révolution. Par contre, c'est vrai que sur d'autres plans, on remarque que ce n'est pas grâce aux politiques, mais c'est grâce à la volonté du peuple qui a confectionné cette révolution, qui exige d'avoir le droit de choisir, de décider, d'avoir un œil sur tout ce qui se passe dans son pays. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que, justement, la révolution a été démarrée par le peuple? On est d'accord, c'est un soulèvement populaire. Mais est-ce que vous pensez que le peuple a été dupé par des choses plus fortes que le peuple, des politiciens, même de l'étranger, qui ont dupé le peuple dans cette révolution? Et je voulais juste un peu répondre à Sid Ahmed quand il dit que c'est une révolution spéciale et particulière. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que le propre de la plupart des grandes révolutions, et je pense notamment à la Révolution française, ça a démarré toujours avec un soulèvement populaire et qui est toujours poussé par un état de précarité et de pauvreté. Et je repense à cette phrase célèbre de Marie-Antoinette quand on lui a dit « le peuple a faim » et qu'elle dit « donnez-lui des brioches. Voilà. Et donc, moi, je trouve que notre révolution, au départ, ressemble à une grande partie des révolutions à travers le monde. Sauf qu'elle a dévié de sa trajectoire et qu'elle a été récupérée par des gens qui ont voulu, au lieu d'encadrer ce peuple, c'est évident que le peuple seul ne pouvait pas tout changer. Donc, il fallait un encadrement aussi bien des intellectuels, artistes, que des politiques. Or, ce que nous constatons, c'est que à partir d'un certain moment, les politiques se sont accaparés de cette volonté du peuple qui voulait juste changer. Le peuple veut, encore une fois, vivre dans la dignité, avoir droit à un logis décent, à du travail et avoir droit à pouvoir aller emmener, comme n'importe quelle femme de ménage, emmener son couffin et pouvoir nourrir ses propres enfants. Or là, nous constatons que tous ces désirata, tous ces espoirs que le peuple qui a provoqué cette révolution a mis dans ses attentes a été dévié. Et que nous constatons qu'aujourd'hui, le nombre de chômeurs a augmenté, les gens continuent à vivre dans la précarité et que la vie devient de plus en plus chère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Là est la question. Monsieur Tatar, est-ce que vous pensez que la révolution a été déviée de ses objectifs? Je suis d'accord que sur la volonté. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui plusieurs tentatives et espérons que ça ne réussisse pas pour dévier la révolution. Mais je voudrais tout d'abord revenir sur un point que ce n'est pas une révolution de démunis ou pour seulement la situation de précarité que le système a engendré. Non, ce n'était pas seulement ça. C'est-à-dire que la révolution s'est prononcée sur le fait de vouloir changer tout le système. Mais est-ce que les politiques aujourd'hui sont capables de changer le système ou ont-ils au moins la volonté de changer le système? Je parle là du système capitaliste qui a depuis l'abolition du système du califat, 1924, nous avons été régnés par le système capitaliste colonisateur international. Depuis, les problèmes n'ont fait qu'augmenter et surgir. C'est-à-dire que la révolution a été le fruit de l'application d'un système qui se trouve aujourd'hui en faillite, non pas chez nous, mais surtout
chez eux-mêmes, chez les fondateurs, en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à présent, nous trouvons que la crise de 2008 n'a pas été encore résolue et que l'Europe et l'Occident en général se trouvent de plus en plus c'est-à-dire que la crise ne va pas vers des solutions et qu'ils sont dans l'incapacité de trouver des solutions de par leur système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous trouvons même certains penseurs qui se penchent vers d'autres doctrines, d'autres idéologies, telles l'islam, pour trouver des solutions. L'intérêt qui est la base du système capitaliste est pris il est mis en question pour certains docteurs ou penseurs de l'Occident. Je pense que cette révolution spéciale qui a commencé en Tunisie et qui s'est propagée dans tout le monde arabe et musulman, je vais l'appeler, est l'annonce d'un nouvel ère dans le monde. C'est-à-dire que c'est vrai, si on regarde un petit peu, si on étudie l'évolution de la pensée politique, nous trouvons que suite à la chute du camp Est, de l'URSS, le capitalisme se trouve dans un monopole total. Par sa mondialisation. Vous trouvez qu'on est dans un régime capitaliste en ce moment? Je vous ai coupé la parole. Nous sommes certainement dans un régime très libéral économiquement. Et quand je dis nous, c'est nous, la Tunisie, nous, les pays arabes, et nous aussi, le monde entier. Alors la question qui se pose, est-ce que le retour au califat, c'est la solution? Bien sûr que non, c'est à ça que je voulais en arriver, parce que moi, je pense que l'histoire et l'humanité est condamnée à évoluer et à inventer et réinventer jusqu'à l'infini des nouveaux systèmes. Une partie de l'Europe est sortie du système communiste. Ça n'a pas amélioré les choses. Ça les a peut-être améliorées pendant quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un marasme dans l'Occident, il y a un marasme en Amérique. Ça, c'est des analyses économiques très complexes à analyser. Je crois que c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Mais moi, je me dis, est-ce que nous pouvons retourner vers un système communiste aujourd'hui? Non. Plus jamais. Comme moi, je pense qu'on ne peut pas non plus revenir à 15 siècles en arrière. Donc il faut que main dans la main, ça marche, main dans la main, il faudrait qu'on ait l'intelligence, presque j'allais dire, de réinventer le monde. Il faut réinventer le monde en regardant en avant et non pas en regardant en arrière. Il y a certainement quelque chose à faire évoluer dans tous les systèmes économiques aujourd'hui à travers le monde. Et moi, je pense qu'une partie de l'échec de l'Occident dont vous parlez est due au fait qu'ils ont trop compté sur le fait d'aller piller les pays du Sud. Ils ont fait ça pendant un grand nombre d'années, en Afrique, au Moyen-Orient. Or, maintenant, ils sont obligés de compter avec des systèmes de démocratie qui commencent réellement à émerger. Et c'est peut-être ça qui les terrorise en ce moment, ce qu'ils appellent, eux, le printemps la révolution du printemps. Printemps arabe. Le printemps arabe, moi je déteste ce mot entre nous, parce que, bon, malheureusement, on n'est pas tout à fait dans le printemps, et je trouve que c'est une manière très exotique, encore une fois, de regarder, de nous regarder. Et c'est ce regard-là qui me dérange, moi, surtout en tant qu'intellectuel. Donc, il serait temps qu'ils nous considèrent comme des vrais partenaires et que peut-être nous pouvons évoluer et trouver des solutions qui concernent le monde entier, mais certainement pas en faisant des marches arrière. C'est en réinventant des choses et en voyant où va le monde aujourd'hui, où va l'humanité. Je reviens vers vous, Tata. Le Qatar, vous voulez répondre déjà à ça? Oui, j'aimerais bien. Allez-y. Bon, pour ce qui est de... Quelle est la cause? On a dit que le communisme ne pourrait plus jamais revenir sur Terre. Le problème, c'est pourquoi? Le problème, comment comprendre que ce système ne pourrait plus revenir? Parce qu'il est abandonné par ses propres représentants. Cet abandon par les nations et les peuples qui ont été gouvernés par le communisme laisse à tout jamais ce système aboli et expiré, non valide, je ne sais pas comment on pourrait... Inadaptable à la nature humaine. Mais le problème, c'est que pour l'islam, il est adapté, il a été fait selon la nature humaine.
Et malgré la chute du califat en 1924, l'idéologie et la doctrine islamique n'a pas été repoussée par sa nation. Au contraire, la nation a toujours milité pour le rétablissement du califat. Et ce n'est pas le califat le califat en lui-même n'est pas l'objectif principal. C'est surtout le système. Pour l'optique musulmane, nous voyons que le califat est seul capable de réinstaurer le système islamique. C'est-à-dire on ne peut pas parler de système islamique dans un système démocratique ou dans un système royal ou impérial. C'est seulement le califat. Ou un système républicain. Ou un système républicain. Pourquoi? Il y a deux différences. C'est-à-dire la nuance se pose au niveau de l'optique de légiférer. Le législateur est qui? C'est là la question que l'on se pose. Je vous pose la question. Justement. En matière de califat. Est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est l'être humain ou est-ce que c'est la divinité? C'est le Dieu. Non pas représenté par des êtres humains comme dans le cas européen, c'est-à-dire dans le Moyen-Âge, par les empereurs et les rois et les ducs et toute la monarchie et tout. Non, mais c'est représenté par le Coran et par la Sunna. Et c'est réellement réellement la volonté divine. On ne sera pas faussé par ça. Vous pensez que c'est ça qui pourra rétablir un système, on ne peut pas dire démocratique, mais un système... Bien sûr que non. Je pense bien sûr que non. Parce que pour moi, c'est un système démocratique, il faut qu'on trouve tout. Et je ne vais pas beaucoup polémiquer avec vous à propos de Coran et d'islam, je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Mais moi, depuis que j'étais petite, on m'a appris quelque chose. Le Coran a toujours dit que Dieu t'a donné des outils pour te rendre libre, pour réfléchir ton intérêt, et maintenant, c'est à toi de trouver le moyen de faire. Donc, je ne vois pas comment, et avec tout mon respect de la Sunna, moi je dis la Sunna avec tout le respect, et c'était valable à une époque. Moi maintenant, je suis 15 ans après la Sunna. Comment faire pour adopter toutes ces valeurs auxquelles j'ai cru et dans lesquelles j'ai grandi moi aussi? Comment rétablir toutes ces valeurs par rapport à tout ce qui s'est passé dans ces 15 ans? Et là, je veux vous poser une question. Vous étiez en train de me dire, le communisme, on n'y retournera plus parce qu'il a prouvé son échec. Et si le fait d'appliquer les lois islamiques telles qu'elles étaient appliquées au 1er siècle ou au 2e siècle de l'Hégire, qu'est-ce qui a fait que nous en sommes là 15 siècles après? Pourquoi il y a eu cet échec de l'application de la Sunna, si c'était quelque chose d'aussi rationnel que vous êtes en train de me dire? Expliquez-moi ça d'une manière purement historique et rationnelle. Comment je peux faire ce saut en arrière de 15 siècles? Et c'est ça mon problème. Moi, j'ai toujours appris à marcher devant moi et pas à marcher, pas en marchant derrière. Voilà, c'est vraiment mon état clair et net. C'est comme ça que je me pose le problème. Alors, ce qui se passe, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que au départ, c'était l'être humain qui posait les lois et qui légiférait. Et après, il y a eu l'islam. L'islam, c'est lui qui a donné une autre optique de la vie. C'est-à-dire qu'il a réorganisé la vie et le mode de vie des êtres humains selon des directives générales assez fixes. C'est-à-dire il a répondu aux besoins de l'être humain en tant qu'être humain et non pas en tant qu'individu. Et c'est là la force de l'islam. Est-ce que nos besoins sont les mêmes aujourd'hui? C'est les mêmes, en tant qu'être humain. C'est-à-dire que l'être humain reste tributaire de ses instincts et de ses besoins vitaux. Vous n'êtes pas convaincu, hein, Madame Bakar? Pas du tout, pas du tout. Mes besoins sont tout à fait autres. Il n'y a aucune comparaison possible. Et je vois les choses d'une manière pragmatique, tout en gardant le plus profond respect pour la foi et pour ce que les gens croient, comment ils pratiquent leur religion. Ça, c'est un problème pour moi purement individuel, intime. Et ça n'a rien à voir avec la manière de gérer une société aujourd'hui que nous voulons avant tout, une société démocratique. Et moi, le califat, expliquez-moi votre vision des choses. Je suis très intriguée et je suis pleine d'écoute. Et le calife, c'est qui?
Et pourquoi vous voulez que de nouveau, alors que nous sommes dans une attente et dans une recherche fervente de réinventer des systèmes les plus démocratiques, où la décision soit la plus collective possible, vous voulez me ramener à un pouvoir unique pratiquement, à un pouvoir absolu. C'est un pouvoir tout à fait adapté à la nature humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de démocratie. Vous présentez la démocratie comme étant c'est un idéal. Ouais. C'est un tabou qu'il ne faut pas toucher. Il faut penser avec et ne pas y réfléchir. Vous y réfléchissez même pas. Non, au contraire. Si. Je vous dis que... D'après ce que vous présentez... au contraire, je vous dis, dans un système démocratique qui permet toutes les ouvertures. La démocratie, c'est ça. Comment se présente votre optique? Vous présentez en axiome la démocratie comme base. Et puis, on réfléchit avec, en la mettant comme étant base de tout raisonnement. Or, c'est faux. Moi, je remets en question la base démocratique qui donne à l'être humain qui lui est passible d'erreurs, de contradictions, il peut même... En tant qu'individu. Mais moi, je vous parle de collectivité. Et je vais au-delà même de la nation arabe et musulmane dont vous parlez. Moi, je vous parle d'ouvrir la réflexion au monde entier, à l'humanité. Et le reste de l'humanité n'est même pas musulman. De toute façon, je pense que c'est le peuple tunisien qui va... C'est le peuple tunisien qui décidera... Vous croyez qu'on va tous devenir... Dans les prochaines élections. C'est magnifique, l'idéal. C'est pire que la démocratie telle que vous la voyez. Alors. Il va faire propager l'idée de l'islam dans le monde entier. Voilà, donc on va s'arrêter là pour justement le rôle du califat. C'est très joli, j'aimerais faire un film. Si les Tunisiens voudront revenir au califat, ce sera aux urnes que ça va se passer prochainement. Mais là, revenons à 2 ans de transition démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu plein de grèves, on a vu beaucoup de terreur, on a vu beaucoup de violence, on a vu aussi pendant ces 2 ans beaucoup le peuple demande à avoir des résultats immédiats. Est-ce qu'aujourd'hui, après 2 ans de transition démocratique, on peut dire qu'on a répondu aux attentes du peuple? Non, on a commencé par dire qu'on n'a pas du tout répondu. La seule attente du peuple qui a été satisfaite, à mon humble avis, c'est la liberté d'expression. C'est que nous soyons aujourd'hui, Sid Ahmed et moi, face à face, en train de débattre le plus calmement possible de 2 visions du monde totalement différentes, de 2 visions de l'avenir de ce pays et du monde entier, puisque votre rêve, c'est que l'islam soit dans le monde entier. Moi, j'aimerais bien vous suivre dans tout ça. J'ai toujours été très fière de mon appartenance culturelle musulmane. J'en ai toujours été très très fière, surtout quand je suis à l'étranger et en dehors de mon pays. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, à part cette liberté d'expression, nous sommes loin d'avoir répondu aux attentes du peuple. Bon, mais quand même, il y a quand même, à part la gouvernance, il y a des choses positives qui, malgré tout, et là, moi, je veux ouvrir, si tu permets maintenant, une parenthèse à propos du travail qui est en train de se faire à l'ANC, qui se fait peut-être, c'est un travail de petite fourmi, les gens trouvent que ça se fait très lentement, parce que nous sommes souvent perturbés par le fait d'aller superviser le travail de ce gouvernement qui fait son travail, qui fait mal son travail, et que nous sommes obligés souvent de rappeler à l'ordre notre gouvernement, mais au niveau de la réflexion qui s'est faite autour de la Constitution, de l'étape à laquelle nous sommes arrivés par ce 2e brouillon de la Constitution, moi je trouve qu'il y a un grand pas de fait qui nous a au moins appris à nous accepter dans notre différence, qui nous a appris à respecter l'idée de l'autre même quand on n'est pas d'accord avec l'autre, et qui nous a donné surtout le sens profond que cette Constitution, c'est la Constitution de tout le peuple tunisien, et qu'il faut qu'on arrive à un consensus dans lequel chacun va trouver un peu de lui-même et pas à 100%, parce que si on parle de 100%, on va revenir à la dictature d'une partie sur une autre partie. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent aujourd'hui la Constitution, on a vu le draft, c'est vraiment scandaleux, ça ne représente pas les Tunisiens. Ayad Ben Achour a dit que c'était bourré de fautes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Et il y en a qui disent qu'il faut revenir à la Constitution de 59.
Alors, est-ce que... Là, entre parenthèses, c'est Ahmedi, tout à l'heure, dans les coulisses, je disais que ce n'est pas vrai ce n'est pas tout à fait vrai qu'on a écrit cette nouvelle constitution à partir de la page blanche, parce qu'on s'est inspiré au moins de 25 exemples de constitutions à travers le monde et de 5 exemples de constitutions proposées, entre autres par Seyad et les experts. Mais j'ai oublié aussi de dire que l'ancienne constitution, nous nous en sommes inspirés, et au moins par rapport à l'article 1. Donc moi je pense que les gens font des confusions, parce que les gens croient que tous les 217 élus de l'Assemblée constituante sont des juristes capables d'écrire une constitution. Moi, je dis écrire, et c'est un exemple qui me ramène au cinéma quand j'apprends à mes étudiants à écrire un scénario. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le style, parce que pour le style, pour l'organisation interne des articles, il va y avoir, à la fin de notre parcours politique, de négociation politique, un comité d'experts qui va revoir le style, l'écriture, la cohérence, etc. Donc tout ça, moi, ne m'inquiète pas. Ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est une suite de négociations politiques entre différentes tendances politiques, entre différentes visions de ce que doit être l'avenir de ce pays. Et je trouve que le point auquel nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est déjà énorme en tant que consensus. Vous êtes d'accord avec les paroles de Mme Bakar? Pour nous, le Parti de Libération, Hizb Tahrir, nous considérons que l'erreur se trouve que nous avons déjà une constitution. C'est le noble Coran. C'est-à-dire que réellement, ce qui pourrait nous mettre dans une situation de consensus réel serait un train commun, c'est-à-dire c'est un tronc commun. C'est de prendre le Saint-Coran comme constitution. C'est reprendre le Saint-Coran qui, pour nous, tous, en principe, il est approuvé. Il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire ils disent que l'ANC a été perturbée par d'autres travaux, par le fait que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas écrire une constitution. Ah non, non, je n'ai jamais dit ça. Si, non. On n'a pas été perturbé par le fait de ne pas savoir écrire. Et moi, j'explique... Et d'autre part, il y a certains c'est-à-dire que c'est une chose normale. D'une part, vous êtes perturbé, et d'autre part... par la gouvernance. Par la gouvernance. La mauvaise gouvernance. Mais on ne peut pas parler aussi du... Vous tenez le pouvoir. Il doit y avoir une gouvernance. Il y a des besoins, comme on le ressent à Ben Guerden, à Al-Kef, à Célienne, partout. Même ici, pour l'actualité si on aujourd'hui, il y a certaines statistiques. À un gouvernement de technocrates et de compétents, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ni à l'intérieur de l'ANC, ni à l'extérieur. Jusqu'à présent, la souche politique qui est en train de gouverner aujourd'hui n'est même pas arrivée à se mettre d'accord sur le consensus et mettre une feuille de route. Une feuille de route pour aller en avant. C'est là le problème. Et pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'à même mettre la feuille de route en application? Parce que la feuille de route, en termes de gestion, n'est qu'un aspect tactique de la chose. Le côté stratégique, la vision stratégique des choses, c'est là où il doit y avoir un consensus. C'est-à-dire que toute idée ou toute résolution de problème doit avoir une certaine philosophie. On ressent que les membres de l'ANC aujourd'hui n'ont pas la même philosophie, n'ont pas le même point de vue de la vie. Heureusement. Pas du tout. C'est cette dualité qui a toujours fait la richesse de notre société. Il nous faudrait encore beaucoup plus que de 2 ans encore pour avoir une constitution. Avec toutes ces rivalités idéologiques, je pense qu'il est naturel aujourd'hui, surtout comment ça s'est fait. La constitution de l'ANC a été faite d'une façon à ce que ce n'est pas le peuple qui choisit qui va mettre la constitution. Et pourtant, il a choisi le peuple. C'est grâce au peuple que nous sommes dans cette constitution. La majorité qui n'a pas été prise dans ces élections. Il a été pris un nouveau système adapté pour établir à ce que pour pouvoir trouver une constituante représentée par toutes les idéologies. Est-ce que vous pensez que le 23 octobre a été trafiqué, est-ce que les élections ont été trafiquées selon vous, Hizb Tahrir? C'est-à-dire qu'il a été trafiqué dans le fond, dans les bases des élections. Prendre par exemple, aujourd'hui nous trouvons que la majorité
la majorité n'a pas été prise en compte dans la constitution de l'ANC. Il a été pris surtout la représentation. Même avec 0,5% des suffrages, on pouvait accéder à l'ANC, c'est vrai. Alors que dans une situation normale où la majorité aurait été prédominante, beaucoup d'idéologies n'auraient pas été représentées dans l'ANC, ce qui aurait peut-être bien accéléré les travaux de l'ANC et c'est le peuple qui a choisi certains pôles idéologiques pour mettre la Constitution. Très bien. Ceci a été déformé. C'est vrai, ce n'est pas seulement la constituante qui a fait ça, c'est l'intervention étrangère qui a voulu ça. On va revenir un peu et l'acceptation de tous les partis au thème de cette situation. C'est-à-dire, par exemple, je vais citer M. Rachid Ghannouchi. Dès le départ, lorsqu'il était en Angleterre, il disait qu'il était contre une suprématie de Nahda pour le gouvernement. Il était pour un pluralisme de gouvernement. C'est pas moi qui va me mettre maintenant à défendre ni Nahda ni Sil Ghannouchi. Parce que Dieu seul sait. Mais je veux aller. Donc je suis très à l'aise parce que je fais partie de la minorité que M. Ghannouchi et les siens appellent le zéro face je ne sais pas combien, 0,00. Donc je suis parfaitement à l'aise de dire que pour moi, il y a eu certainement des erreurs pour que nous en arrivions à cette fausse majorité. Voilà. Puisque tout le monde sait qu'il y a au moins la moitié des électeurs présumés qui ne sont pas venus aux urnes. Et ça, c'est une énorme question. Pourquoi les gens ne sont pas venus? Moi, je dis toujours, les absents ont toujours tort, malheureusement. Il y avait un mauvais apprentissage de la vie politique et tout. Et d'ailleurs, ce passage à vide d'une année et demie, cette vision de l'Assemblée qu'on disait négatif, vous et moi, tout à l'heure, à travers la télévision, parce que la télévision est une arme à double tranchant, effectivement, où les gens font déjà leur future campagne électorale. Elle a quand même quelque chose de bon. C'est qu'elle a fait un énorme apprentissage au peuple tunisien de ce qu'est la vie politique. Maintenant, on peut aller dans la rue et poser la question aux gens les plus humbles, les plus simples, et ils sont capables de faire une analyse politique, de vous dire, il y a telle tendance, tel élu a dit comme ça, parce que ceci, parce que cela. Le Tunisien, aujourd'hui, est 10 fois plus mûr qu'il y a une année quand il a élu, en matière politique. Donc, moi, j'ai bon espoir que si nous arrivons tous ensemble à aller vers les prochaines élections, certainement nous allons avoir de grandes surprises. Justement, les prochaines élections, beaucoup disent que c'est en juin 2013. Est-ce que ça sera possible en juin 2013 ? Moi, personnellement, je pense que non. C'est déjà pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est matériellement impossible. On fait un petit calcul, c'est tout. Et je trouve que si on arrive à organiser les élections avant la fin de 2013, ce serait une très très bonne chose. Mais certainement pas en juin. Parce que hier, nous avons enfin désigné le petit comité qui va sélectionner les candidats à l'ISI. Une fois qu'on aurait fait ça, il faut faire l'annonce, recevoir toutes les candidatures, choisir peut-être de centaines de candidatures qui vont arriver. Vous êtes membre de ce comité ? Oui, je suis membre de ce comité, je représente mon groupe parlementaire démocrate. Donc, pour arriver aux 36 membres qu'on va choisir, qu'on va présenter en séance plénière, sur lesquels la séance plénière va choisir 9, il va falloir les installer, leur donner les moyens, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va commencer à faire un compte à rebours. Et vous êtes contre ça, bien sûr? Non, on n'est pas. Moi, je suis par contre. Je suis réaliste, c'est tout. Oui. Et je dis, à partir du moment où on aurait totalement... Matériellement, d'après ce qu'elle dit, ils sont dans l'impossibilité de préparer... pas dans l'impossibilité. J'ai pas dit. J'ai dit, je suis... Non. Surtout que la Constitution est prête. Elle est prête, la Constitution. Elle a été votée, madame? Non, elle n'est pas votée, mais c'est deux choses qui vont se faire parallèlement. Vous êtes arrivé à quel la article, semaine prochaine, nous allons commencer à débattre en séance plénière le chapitre 2 de la Constitution, qui est les droits et libertés. Entre-temps, on est en train de faire un déblayage de toute la consultation nationale, à laquelle vous avez d'ailleurs participé. Moi, j'étais la semaine dernière à Benarous, et beaucoup des jeunes de votre parti sont venus, ils ont pris la parole, et
Et bien qu'il y avait un peu de provocation de leur part, moi, personnellement, en tant que présidente de la séance, j'ai tout fait pour leur donner la parole jusqu'au bout. Et je leur ai même suggéré d'écrire leurs propositions et de nous les faire parvenir et de venir à l'ANC pour nous remettre votre nouvelle constitution. Et j'aimerais bien que vous m'en parliez. On les a présentés le vendredi dernier. Après Salat al-Asr, on l'a présenté à la Constitution. Là, vous revenez à l'actualité de la semaine dernière. Où, tout à fait. Donc moi, je veux quand même terminer à propos des élections. On va revenir à ça. Pour qu'on ne comprenne pas mal. Moi, je fais des calculs très, très réalistes et parce que j'ai les moyens de le faire puisque je vis ça de l'intérieur. Il nous faut, à mon avis, à peu près 2 mois à 2 mois et demi pour mettre l'ISI sur place. L'ISI, l'année dernière, ils ont pris à peu près 6 mois pour annoncer les élections et pour démarrer tout ça. Si on fait un petit calcul, tout ça va nous ramener au mois d'octobre, novembre... 2013. 2013. Moi, je trouve que ce serait des dates idéales. Et si on arrive à mettre tout ça, nous allons, comme je disais tout à l'heure, avoir de grandes surprises quant aux résultats. Parce que moi, j'ai plus que jamais confiance dans le peuple tunisien, dans sa clairvoyance et dans sa sagesse. Mais justement, est-ce que le peuple tunisien, il a une vision aujourd'hui? Il a une bien meilleure vision qu'il y a une année quand il a abordé les autres élections, où il ne savait rien du tout, où il y avait une multitude de partis auxquels il ne comprenait rien. Il y avait 100 et quelques partis. Aujourd'hui, il y a des groupes de partis. On voit qu'il y a des tendances, il y a des pôles. Il y a des pôles, il y a à mon avis, encore une fois, 3 pôles au moins qui dans le paysage politique, non, qui commencent dont les contours sont beaucoup mieux définis. Est-ce que Hizb ut-Tahrir peut s'allier avec un autre parti? Non, réellement, le Hizb ut-Tahrir ne prend pas d'alliance, ne fait pas d'alliance dans son action politique. C'est-à-dire, on essaye de diriger l'opinion publique vers une solution que nous présentons toute prête. C'est-à-dire que nous avons une vision du système économique, du système politique. C'est-à-dire vous avez les solutions déjà prêtes. Nous avons déjà nos propres solutions. C'est-à-dire les alliances qu'on pourrait faire seraient sur ce qu'on a déjà préparé. C'est pas des travaux qu'on... Alors moi je voudrais faire quand même l'avocat du diable. Donc Hizb ut-Tahrir, si votre constitution présente des solutions aussi efficaces, pourquoi le peuple n'a pas voté pour cette constitution ou pour ce parti quand ils étaient aux urnes? Si vous avez vraiment tout sur un plateau. C'est-à-dire que pour nous, nous avons dès le départ dénoncé ce système. Et il était flagrant l'intervention de forces étrangères, du colonisateur, si on peut appeler ça comme ça, sur l'impact de la nouvelle démarche politique en Tunisie. Il fallait garder, et d'ailleurs on le remarque, tout a été gardé. C'est l'ancien système qui a fait une passation d'à peu près 6 mois ou un petit peu plus pour fermer tous les dossiers. Certains parlent de dossiers qui sont devenus vendables dans les rues, dans beaucoup de places. Tout ça a été camouflé. L'histoire même du rassemblement, le RCD, les intervenants dans l'ancien régime. Tout ça a été nettoyé, le balayage a été fait. Et après, on a présenté le nouveau projet. Le peuple tunisien n'a pas eu à choisir. Mais réellement, nous avons dénoncé au départ qu'on revient en arrière, c'est une marche en arrière. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On revient à la Constitution de 59, d'après ce que tout le monde le ressent. On revient à la Constitution de 59, comme a dit Silbeji, du moment qu'il laisse le premier article et les articles relevant de la femme et tout le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et rien, aucun changement. C'est-à-dire au niveau du système même, et c'était la volonté de la Révolution. La Révolution a demandé le changement du système. On n'a plus envie de vivre sous l'emprise capitaliste. Moi, j'aimerais poser la question, est-ce qu'on a fait une révolution pour changer un système ou pour changer des mentalités? Parce que ce sont deux choses différentes quand même. Moi, je pense qu'on a fait les deux.
La révolution, c'est pour changer des mentalités, c'est pour donner d'autres moyens, aussi bien des moyens d'expression que des moyens de vie meilleure et de gouvernance meilleure. Mais c'est heureusement pour nous que notre révolution n'a pas été aussi sanglante qu'elle aurait pu l'être pour qu'on balaye tout et on réinvente le monde. Il fallait, et je trouve qu'il n'y a pas eu assez de rigueur par rapport à certaines personnes qui étaient un peu responsables du pourrissement de la situation passée. Je ne parle pas uniquement de ceux qui ont fui le pays, je parle de certains et on sait aujourd'hui qu'ils sont encore en place et qu'au moment même où certains partis majoritaires nous parlent de il ne faut pas que les anciens du RCD ou pas les anciens, on voit que certains des anciens sont déjà bien en place, bien intégrés dans le système. Le permettait, madame. Non, mais même maintenant, ça, je suis d'accord avec vous. On a parlé de ça pour Ben Ali. Aujourd'hui, on la remet. Non, mais ça, personne ne va l'admettre. Moi, j'ai assisté encore une fois à cette consultation. Mais ce n'est pas un projet. Vous l'avez lu, cette commission-là, il y a 3 propositions pour le système politique. Il y a au moins ça de changer. Avant, on a toujours parlé uniquement d'un système présidentiel. Aujourd'hui, la discussion, est-ce qu'on veut un système parlementaire ou est-ce qu'on veut un système présidentiel? Est-ce que la majorité des gens vont vers un système mixte? Mais comment équilibrer dans les deux pouvoirs? Tout ce que vous avez lu aujourd'hui à ce sujet... C'est une question fondamentale, madame. Oui, elle est entre présidentielle ou parlementaire. Oui, moi je pense qu'elle est fondamentale et moi, à mon avis, c'est qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre ces deux pouvoirs. Et que le projet que vous avez lu, malheureusement, c'est la seule constitution où il n'y a pas eu consensus et le débat est encore ouvert parce qu'il y a une partie de la constitution qu'on peut considérer comme plus ou moins abouti, mais qui est toujours améliorable. Et c'est pour ça que nous faisons ces consultations, pour essayer d'avoir le maximum d'avis. Maintenant, vous me dites, le peuple n'a pas choisi. Moi, je vais adopter le discours de mes collègues. La participation a été très faible. Oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ou on accepte la règle du jeu. Donc on détourne un petit peu la volonté des gens. Les partis qui sont sortis les plus démunis de cette expérience, nous acceptons la règle du jeu. Nous avons voulu des élections, nous avons voulu que le peuple se prononce, il s'est prononcé. Et il s'est prononcé maintenant à ses risques et périls. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec cette année que nous venons de passer, moi, je crois profondément à la maturité politique du peuple tunisien. S'il va aller vers les urnes dans quelques mois, il sera plus en mesure de choisir réellement les gens et les partis qui vont mieux le représenter. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple tunisien a ouvert les yeux et s'est dit finalement, on a voté majoritairement pour le parti Ennahda, on a vu qu'il a échoué, est-ce qu'ils vont voter pour un autre parti aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont prendre conscience que ce gouvernement ou la Troïka a échoué pendant ces 2 années de transition démocratique, ou est-ce que non, ils vont être encore peut-être dupés, ou est-ce qu'ils vont encore être manipulés par certaines milices politiques? C'est beaucoup plus nuancé que ça. Moi, je trouve que c'est plus nuancé. Je dirais que l'intervention ou la vie politique n'est pas seulement des élections. Moi, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont encore peur et qui veulent savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Est-ce que le peuple, comme vous dites, qu'il est mature politiquement, ou est-ce qu'il est encore assez soumis par rapport aux fortes pressions politiques des partis politique. Alors là, vous dites étrangère, alors allez-y. On remarque que je fais un peu l'avocat du peuple, je ne sais pas. Est très forte en Tunisie, surtout que c'était... Sur le peuple? Sur la vie sur politique. Les partis, et sur les partis. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, quand vous dites étrangère? Est-ce que vous parlez du Qatar qui dit que... le Qatar dit que nous sommes les partenaires exclusifs de la révolution tunisienne. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça aussi? Qu'est-ce que ça veut dire partenaire exclusif de la révolution? La révolution tunisienne s'est faite par elle-même. Et le Qatar, nous, on n'a jamais entendu parler du Qatar avant. Ou alors on entendait d'une autre manière. C'est comme l'Arabie saoudite aussi, aujourd'hui, elle se considère, et pourtant ça a été les premiers à ouvrir les bras au pire symbole de la dictature exercée en Tunisie. Alors ça suffit, cette surenchère de Qatar et saoudienne, franchement, c'est honteux et indécent
que eux continuent à parler comme ça et que quiconque en Tunisie prête l'oreille à ce genre de discours. Mais où est-ce qu'on en était tout On en était oui. Je voulais parler du bilan de la situation. Voilà. Non, on en était plus, est-ce que le peuple va voter encore les mêmes partis politiques au pouvoir ou est-ce qu'il va changer? Et il a justement, comme disait Mme Bakar, mûri politiquement parlant. Aujourd'hui, comment ça peut se passer, les prochaines élections? Est-ce que les partis ont eux-mêmes mûri? Aujourd'hui, ce que nous constatons, que le peuple est beaucoup plus évolué en termes d'attente que le politique. Le politique ne fait que d'avoir une attitude de défense. C'est ce qu'on peut faire. On nous met le bâton dans les roues. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas faire cela. Ils n'ont pas vraiment de projet. Et c'est parce que, et c'est réellement dû au fait qu'ils se sentent liés par tout le système économique international aujourd'hui, tout le système politico-économique dans le monde. Et ils ne trouvent pas de meilleures solutions. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui qui se trouve en Espagne, en Italie, en France aussi, aux États-Unis d'Amérique, plus de 20 millions de personnes sont sous le seuil humain, je ne dirais même pas de pauvreté. C'est-à-dire, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est que il y a une certaine envie de montrer que même les islamistes n'ont pas de solution. Or, on ne peut pas juger les islamistes d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas appliqué l'islam. On ne peut pas les considérer vraiment islamistes du fait que je porte une barbe. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Tout le monde le sait. Je ne vous le fais pas dire. Merci, Madame Salma. Ce n'est pas l'étiquette ou l'habit qui ferait d'une personne. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui, Hizb ut-Tahrir. Nous voulons dire que l'instauration du système islamique, lui, serait capable d'être jugé. Mais on ne laisse même pas l'expérience islamique aboutir. C'est-à-dire que les représentants aujourd'hui du système islamique ne font qu'appliquer que l'ancien patrimoine du RCD. Alors, il y a toujours les mêmes systèmes. Il n'y a pas de changement. Aux téléspectateurs que Hizb ut-Tahrir aujourd'hui, si on leur donne la chance d'appliquer la loi islamique ou un système, pas musulman, mais islamique, est-ce que c'est l'image que les gens ont, genre la burqa, la barbe longue, les bâtons à la main? Est-ce que c'est ça? Vous qui êtes membre de l'ANC, moi j'ai ressenti une grande honte envers les martyrs et surtout les blessés de la Révolution. Lorsqu'on parle de fonds en termes de blessés et de moyens, et qu'il y a d'autres pays qui nous ont aidés, pour cela, l'Allemagne, je ne sais pas, la Suisse ou le Qatar, ça me fait honte. Nous, en Tunisie, nous sommes incapables de soigner nos blessés de révolution. Vraiment, on ressent que ce dossier a été pris d'une manière typiquement capitaliste. C'est comme si, à Nersken, on demande un carnet de KNAM aux blessés pour aller se soigner. C'est en train d'être fait. Et je partage alors votre... Mais j'aimerais juste qu'il me réponde à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui... Vous pensez que dans un système qui aurait pris le Noble Coran comme constitution et base unique de toute réglementation, même ceux qui ne sont pas blessés par le Thawra auraient droit à la médication, à être soignés et avoir droit aux médicaments. C'est mon rêve, mais je ne pense pas que ça soit... Omar, si vous savez, je ne pense pas que la réponse soit dans le Coran, avec tout le respect que j'ai pour le Coran. Dès l'époque de Sayyidna Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife Rachid, les musulmans avaient des hôpitaux qui soignaient les gens, pas seulement les musulmans, de manière gratuite. Il y a beaucoup de systèmes à travers le monde qui sont passés par cette c'est ce que demande aujourd'hui l'éveil musulman, madame. C'est-à-dire les peuples musulmans, et surtout aujourd'hui on le ressent dans la révolution syrienne, qui est qualifiée de révolution musulmane, et c'est pour ça que tout le monde s'y met.
se mettre contre la volonté d'un peuple. C'est-à-dire, bon, l'URSS essaye d'aider directement, les États-Unis, les USA empêchent l'armement de la révolution. Le Qatar, au départ, parlait, mais après, lorsqu'ils ont compris que c'était une révolution musulmane... Ok, on revient un peu quand même en Tunisie, là, on est parti en Syrie, tout ça. Mais moi, j'aimerais que vous me répondiez à une question. Est-ce que Hizb ut-Tahrir, aujourd'hui, si vous avez à gouverner le pays, aujourd'hui, est-ce que c'est instaurer la loi islamique? Est-ce que c'est la burqa? Est-ce que c'est le bâton, les flics avec le bâton pour respecter la loi islamique? Est-ce que c'est un peu un système iranien que vous voulez imposer? J'ai pas compris le sens de... C'est-à-dire que, est-ce que dans la rue... Est-ce que dans la rue, ça va être ce système-là? C'est-à-dire que ça va être le niqab, ça va être les hommes plus en costume, mais avec leur khamis. Est-ce que ça va être, dès que la prière commence, tout le monde arrête de faire ses activités et vont à la prière? Est-ce que ça va être ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour la Tunisie? Ils essayent de nous défigurer. Je demande, est-ce que non, mais il vous offre l'occasion de donner une image réelle. Donnez-nous un scénario pour moi, au moins. Oui. C'est-à-dire que l'islam, c'est pas seulement le qamis. Certains pensent que c'est vrai, le qamis, c'est une partie fondamentale, mais c'est pas vrai. Lorsqu'on revient dans les livres de savants, comme l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ou Ghirou, on ne trouve pas que le qamis est nécessaire pour l'homme. Bah, au contraire, le prophète Mohammed a acheté un pantalon et donc son usage. Et pour la femme? Pour la femme, elle doit être vêtue d'une manière conforme à la Constitution. Est-ce que Mme Bakar, dans votre système, pourrait sortir aujourd'hui, Madame Madame Salma Bakar, jusqu'à présent, elle n'a pas encore, elle n'est pas en conformité avec ce que son créateur lui a demandé. Et l'a imposé, attention. Imposé, oui. C'est-à-dire que la loi islamique, elle n'est pas fait, c'est comme si c'est pas l'Église d'aujourd'hui. C'est une loi qui doit être respectée et c'est ce que nous essayons de rétablir à partir d'un système de califat qui essaye de libérer le monde, surtout par sa volonté politique, économique, d'unifier tout le monde, de l'Indonésie jusqu'au Maroc, au départ, pour pouvoir être base pour la propagation de l'islam dans le monde entier. Voilà. Et la liberté et surtout la liberté de la femme. Et la liberté de la... Je ne parle même pas de femme. Moi, je suis très tranquille dans mon corps de femme et dans mes habits de femme, etc. Et je me demande d'où me vient cette quiétude. Si je n'étais pas une si bonne musulmane, je ne serais pas autant dans la quiétude, bien que je ne sois pas conforme. Mais qu'est-ce que vous faites de la liberté de l'individu? Qu'est-ce que vous faites de l'individu en général? Ne parlons même pas de liberté. Qu'est-ce que l'individu représente? Moi, ce qui m'oppose à votre doctrine, ou à certaines doctrines même de Nahda, quand on a eu à discuter, il y a en vous tous une peur terrible de l'individu. Comment expliquez-vous cela? Pourquoi est-ce qu'on est, pour pouvoir exister en tant qu'individu, on est toujours presque dans un système de culpabilisation et il faut qu'on soit toujours compact dans un groupe. Alors, dans le groupe collectif, dans le groupe musulman tunisien, puis après vous me parlez d'une chose qui me terrifie personnellement, qui est un énorme groupe, les musulmans du monde. Mais je ne les connais pas, les musulmans du monde. Moi, je vous connais, vous êtes en face de moi, et je vous reconnais parce que vous êtes tunisien. Et vous êtes en plus musulman, moi je suis musulmane d'une autre manière, mais ce qui me lie à vous, c'est cette identité tunisienne. Et elle est dans la nuance, elle est par rapport à tout le background que vous portez en vous, et que moi je porte, et que lui porte, etc. C'est ça qui nous unit aujourd'hui. Quand je me mets à vous parler en arabe, je vous parle pas comme on parlait dans le Coran ou la Sunna. Je vous parle comme on a toujours parlé depuis qu'on est enfant, vous en tant que Tunisien et moi en tant que Tunisien. Madame Salma. En Tunisie, je suis tunisienne. En Tunisie et partout ailleurs dans le monde arabe, il n'y a eu aucune séparation de toute forme que ce soit. C'est-à-dire concernant la couleur, la langue ou
On n'a jamais eu à séparer les gens par leur population ou leur couleur ou leur langue. Aujourd'hui, en Tunisie, nous sommes d'origines diverses. Oui. Moi, je suis d'origine turque, même pas mongole, les Tatars. Et après, on a changé en Turquie. Et après, on a émigré ici en Tunisie par l'ordre du califat, heureusement. Oui. Et c'était le Dey Mohamed Tatar qui était le premier en Tunisie et Abdelaziz Tatar qui était un médecin. Non, et il y a aussi des Andalous. Il y a aussi il y a des Noirs. On n'a jamais eu d'endroit en Tunisie depuis 14 siècles, heureusement, où il était interdit de passer à des Noirs ou à je ne sais quelle couleur que ce soit ou quelle langue. On n'a jamais vécu ce type de situation. Comme c'est beau tout ce que vous êtes en train de dire. C'est ça, les libertés de l'individu. Mais c'est ça la mosaïque que nous revendiquons. C'est une liberté qui a été réglementée par le Créateur de toutes ces créatures, toutes ces populations, toutes ces couleurs, toutes ces langues, qui lui a créé tout cela. Nous avons des Chinois, nous avons des... Très bien. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi vous voulez casser cette merveilleuse Au contraire, nous voulons les réunifier. On n'a pas besoin de plus, on est quand même unifiés. Non, c'est pas malgré vrai. tout ce que vous étiez en train de dire comme diversité. Vous avez parlé tout à l'heure du pillage de l'Occident. Le pillage de l'Occident aujourd'hui qui se fait contre tout le monde à travers la mondialisation et à travers ces États-Unis, à travers ces Nations Unies. Ils instrumentalisent J'aimerais vous rappeler que ça se fait avec aussi pour des intérêts. La complicité de pays et de gouvernements dont vous vous inspirez, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, qui est un Je m'inspire de l'Arabie Saoudite. Tout ça. Surtout, eux aussi se prétendent détenteurs de l'islam. Ils sont contre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Nous sommes condamnés à mort par le régime saoudien. Mais au contraire, le régime saoudien représente aussi islamistes que vous. Eux aussi appliquent en partie en Arabie Saoudite aujourd'hui. Les femmes n'ont pas le droit de conduire sous prétexte que la charia ne permet pas. Vrai. Vous ne pouvez pas marquer ça sur l'islam, vous le mettez sur quelques saoudiens. D'accord. Mais ce n'est pas les musulmans qui disent ça. Au contraire, nous, les femmes, chez nous, étaient docteurs, étaient juges, étaient femmes politiques. C'était une femme qui s'est prononcée contre Omar lorsqu'il a proclamé de limiter, limiter certains droits aux femmes. Et c'était une femme. Et Omar, voilà, on va arrêter là. On va arrêter là. On doit passer vite. On revient à notre sujet, à l'actualité politique. On est en train de voir en ce moment qu'il y a des affrontements à Ben Guerdine. La reprise, on a l'impression qu'il y a une reprise de la terreur dans le pays. On est en train de... on a vu aussi que Semil Fehri n'est pas sorti de prison, qui ça a été jugé comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est plus dans la transparence? Qu'est-ce qui se passe, Madame Bakar? On n'est pas dans la transparence et surtout on est Le remaniement ministériel a été reporté en plus de ça? Il est reporté parce que semble-t-il, il n'y a pas beaucoup de gens intéressés aujourd'hui de faire partie d'un gouvernement quelconque parce que vu la situation, personne n'est capable aujourd'hui de faire des miracles. C'est pour ça que moi, avant-hier, nous avons reçu la ministre de la Femme et de Madame Sihembadji, Madame Sihembadji, et nous avons remarqué pour la première fois que des élus Nahda sont tombés, ils ont fait le procès de ces deux ministres. On a compris qu'ils étaient partants, mais notre réflexion à nous de dire aucun ministre seul dans tout ce gouvernement ne peut aujourd'hui faire des miracles. Il y a un système entier politique à réfléchir. Mais je voulais quand même revenir à ces événements très douloureux de Ben Guerdine aujourd'hui, comme ça a été dans plein d'autres régions. Et je trouve que c'est ça l'appel que j'aimerais, moi, faire. C'est cet appel à l'union des Tunisiens. Parce qu'au-delà de toutes les doctrines, des idéologies que nous portons tous en nous-mêmes, il y a quelque chose qui devrait être au-dessus de tout ça. C'est l'amour que nous devons porter à ce pays qui est le nôtre. C'est pour ça que moi je revendique toujours cette identité avant tout tunisienne et de dire aujourd'hui il faut qu'on arrive à chacun à son niveau à dépasser toutes ces divergences pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce pays. Moi, c'est un appel que j'aimerais lancer à tous les Tunisiens et à tous les partis politiques, y compris d'ailleurs le vôtre, parce que je pense qu'au-delà de tout, ce qui peut nous unir encore une fois, c'est l'amour et l'intérêt que nous devons porter à notre pays, qui est vraiment... Par rapport aux événements de Ben Guerdine, par rapport à l'actualité de la semaine, quelles sont vos réactions C'est tout à fait. Par rapport au gouvernement. Ce qui se passe est presque normal. C'est-à-dire qu'on trouve des politiques
qui s'entretuent pour partager cette part du gâteau. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de ce gâteau. Le remaniement ministériel est délaissé. Personne ne veut y participer parce qu'eux-mêmes, que ce soit l'opposition ou le gouvernement, ne trouvent plus de solution. On a aussi vu que Nahda et les Détournes sont en conflit, ils n'ont pas réussi à trouver un dialogue national. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et pourtant, quand l'UGTT très sagement a proposé, il y a quelques mois, ce rapprochement et cette réflexion nationale, pas personne, mais justement la Troïka a refusé en disant non, nous on peut avoir la primeur de proposer un consensus national. Or le problème toujours, c'est pas de réfléchir en matière d'ego, qui est le premier qui a fait le premier pas, mais est-ce que cette proposition pouvait être efficace, positif dans l'intérêt futur de notre pays. Voilà. À mon avis, on a raté le coche le jour où certains partis ont refusé d'être dans cette J'aimerais revenir sur les propos de M. Lida Belhaj, le chef du parti Tahrir, que vous avez eu du mal à avoir une autorisation pour faire des protestations ou des demandes devant l'ANC. Comment ça s'est passé, cette marche, finalement? C'est qu'il y a une nouvelle... c'est pas un problème, c'est-à-dire avec les forces de l'ordre. C'était une question d'organisation. Il y avait une Jamaïa, une organisation nouvellement créée. Une association, oui. Une association qui s'est... Hamed Thawra. Non. Jamaïa Tanmiyat Thaqafi. Oui. Ah oui, qui ont occupé le terrain pendant une semaine, hein, je pense. Qui a été créée et qui a pris toute la place pour une semaine. Donc il y a eu quelques pourparlers et après on s'est mis d'accord pour qu'ils nous laissent le temps, après 2 heures, pour pouvoir nous manifester aussi. C'est pas ça le véritable problème. Ce qui se trouve aujourd'hui, c'est que personne on ne se penche pas au véritable problème que le peuple vit aujourd'hui. C'est-à-dire nous trouvons à peu près 47% des salariés, de la population des salariés aujourd'hui, incapables de clôturer la première quinzaine. Avec 17% des familles qui ne mangent pas de viande. On ne s'attaque pas aux vrais problèmes, quoi. Ce sont de gros problèmes. Voilà les vrais problèmes. Nous en avons parlé. Nous en avons parlé. C'est des problèmes qui sont constitutionnels. Au lieu de parler de l'A'lam ou de Haqq al-Naqabi, du droit syndical, on a parlé du droit des pauvres. Et la différence entre le capitalisme et l'islam, c'est que l'islam essaye de traiter le problème de la pauvreté des individus, très bien, non pas de l'État. C'est là j'aimerais revenir sur. C'était quand même un système aussi très capitaliste. Lequel? L'islam. L'islam est un système capitaliste? Oui, au départ, c'est un système capitaliste parce qu'il y avait quand même des riches et des pauvres. Sauf que les riches étaient supposés faire la charité aux pauvres. C'est pas ça le vrai concept égalitaire dont on rêverait à travers le monde. Bon, ça, c'est pas un problème de ça. C'est pas dans ce sens-là. C'était juste... C'est pas le fait d'aider. Comment trouver un système beaucoup plus juste et plus égalitaire entre les individus, entre les régions. C'est le problème de la répartition. De la répartition. Nous pensons que le problème économique est un problème de répartition des richesses et non pas d'accumulation de richesses ou de production. J'aimerais connaître vos points de vue par rapport... Ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. 2 personnes qui se sont embrassées en public. 2 mois de prison, non pas ferme, mais 2 mois de prison avec sursis. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Et quelle est votre réaction aussi par rapport à ça? Je rappelle aussi... Moi, je suis contente parce que Sid Ahmed en rit et moi aussi. C'est déjà un point commun entre nous. Je ne sais pas si nous rions pour les mêmes raisons. Mais franchement, tout cela est ridicule. Et encore une fois, c'est par des faux problèmes comme cela que nous sommes en train de détourner l'attention de l'opinion publique sur les vrais problèmes.
Quel est le problème que deux jeunes se tiennent la main tout du moins à longueur de journée? Non, là, ils s'embrassent. Ils s'embrassent. Et alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils s'embrassent, ils se sont embrassés. Vous êtes d'accord avec la condamnation ou pas? Bien sûr que non. Je ne suis pas d'accord sur la condamnation. Je suis pour les libertés à condition d'un respect, un minimum de respect pour la société, de pudeur, etc. Mais où est l'atteinte à la pudeur quand on voit deux jeunes qui s'aiment et qui se donnent un petit bisou sur... Et alors? Et alors, est-ce que c'est cela qui va mettre en péril les raisons fondamentales que nous sommes incapables aujourd'hui de résoudre? Dont parlait tout à l'heure Sidahan, qui est le problème de la pauvreté ou autre. Et moi, ça me réjouit énormément. Ce qui me réjouit le plus, c'est pas deux jeunes qui ne sont pas une voilée, mais c'est quand je vois deux jeunes avec une voilée et même parfois avec le niqab tenir la main de son ami ou de son fiancé. Je dis bravo la Tunisie, même dans l'islamisation apparente, nous sommes capables de donner un autre modèle. C'est des images qu'on ne voit pas dans d'autres pays musulmans et je suis sûre que vous êtes d'accord. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé avec ces deux jeunes? Ce que je dirais, c'est que toute femme ayant mis le niqab ne s'amuserait pas à mettre la main, donner la main à un ami ou à et il s'amusait follement. Et je trouve qu'ils ont bien raison de le faire. Et elle donnerait sa main et son cœur, et d'ailleurs la femme musulmane l'a toujours faite, très bien faite, elle a donné sa main, son cœur et tout ce qu'elle peut donner à sa famille, à son mari. Et c'est ce que fait l'homme depuis toujours dans le monde islamique. Votre réaction par rapport à ces deux jeunes qui se sont embrassés, qui ont pris 2 mois je trouve qu'il est injuste que de nos jours, nous trouvons des jeunes qu'on appelle des jeunes de 25 ans, de 35 ans et qui ne connaissent même pas la vie conjugale. Alors que c'est un problème qu'on doit résoudre dès le plus jeune âge. Est-ce que vous trouvez cette condamnation juste ou justement pas assez lourde? 2 mois de... 2 mois de prison avec sursis. 2 mois de prison avec sursis. Je ne pense pas, je ne sais pas, selon votre constitution sur le hukm rabbi, la réglementation en vigueur pour cela, mais je pense que j'aurais préféré que ce soit dans une autre structure, dans une structure qui donnerait le droit aux jeunes de se marier beaucoup plus tôt, de pouvoir s'ils le veulent, oui, mais de ne pas agir d'une manière en portant atteinte à toute la société, à la pudeur et tout, parce qu'aujourd'hui on remarque que rien n'est clair. On ne peut ni embrasser, ni ne pas embrasser, je ne sais pas ce qui se passe, rien n'est clair, la loi n'est pas claire. Aujourd'hui on trouve que la violence orale qu'on trouve dans la rue est beaucoup plus importante qu'il y avait depuis 10 ans. Dans votre constitution, dans la constitution du Hizb ut-Tahrir... C'est parce que rien n'est clair de part, que ce soit dans la constitution du Hizb ut-Tahrir, est-ce que ces deux jeunes-là, s'ils auraient fait cet acte-là, que vous étiez au pouvoir, est-ce que... ils auraient été incriminés et punis pour ça. Comment? Mais comment, je n'ai pas idée. Ça, c'est la loi qui le fait. À la constitution, d'accord. Donc, c'est quelque chose de... inacceptable. Mais ce que je voudrais, l'exemple que je voudrais dire, d'ailleurs, Madame Salma est... Et on termine avec ça. Oui, c'est l'histoire de Monsieur Arida Ben Nejem et sa femme qui a été tuée dans sa maison. C'est une femme qui a été tuée à plusieurs coups de balle. Elle a été violentée par le cross du... C'est-à-dire, j'ai vu la maître Imen Triqi, elle en a parlé. C'était une boucherie qui s'est passée, Fidouar Hichr. Mais tout ça pour une histoire de trafic d'armes. Ouais, donnez-nous plus d'explications. Donnez-nous plus d'explications, parce que ça m'intrigue. Et pour toute femme qui atteint de cette manière-là, on ne peut pas rester indifférent. Comme nous n'avons pas pu être indifférents quand la jeune fille a été violée par les 2 agents de police. Et cette fois-ci, on aimerait en savoir un peu plus sur... Aujourd'hui, on trouve toute une famille qui a été attaquée par des forces soi-disant de l'ordre, dans un désordre total. Il y a eu, même après l'attentat, je dirais c'était presque un attentat, le mari qui était blessé, la femme tuée, sont laissés... le mari a été emprisonné, on ne sait pas où est-ce qu'il est.
Ils avaient 2 nourrissons, une jeune fille de 1 mois et 1 an et 6 mois, une autre de 2 mois. Ils ont été délaissés à eux-mêmes. La maison n'a même pas été fermée. C'est un désordre qui fait peur. C'est là où moi je pense que où on laisse l'être humain légiférer, là on ne peut plus avoir confiance en la loi. Madame Bacal, on termine avec ça. Je pense que cette histoire me perturbe beaucoup, mais j'ai aussi entendu dire que après l'autopsie, il paraît que la dame portait des traces de violence, mais antérieures au jour où la police est rentrée. C'est certainement à vérifier. Là où je connais toutes les manigances. Mais le parce coup que de crosse qu'elle a reçu dans plein figure, des doigts qui étaient, c'est-à-dire on lui a coupé des doigts par 8 coups, à peu près 7 coups de feu ont été. Mais pourquoi contre elle et pas contre le mari? Comment vous justifiez ça? Certains disent qu'elle a été utilisée comme bouclier, etc. On ne va pas s'éterniser. C'est un dossier qui est assez complexe. Mais, en tout cas, moi, l'enquête a été ouverte et il faut suivre ça. Voilà. En fin de compte, après 2 ans, on trouve que rien ne va réellement, ni l'ANC a fait ce qu'il devait se faire, c'est-à-dire essayer de trouver les fondements principaux d'une constitution, non pas prendre une constitution de ferraille, c'est-à-dire on la prend des années 59, ou d'autres pays, nous sommes capables. Non, nous avons bien réfléchi la problématique et je pense que la volonté de tous était d'aller selon notre doctrine. Et ceci n'a pas été pris en compte. Non, enfin la doctrine, ça c'est autre chose. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il était sur le plan économique, c'est une catastrophe qu'ils présentent et qu'ils ne peuvent pas faire de miracle en matière économique. En matière de sécurité sociale aussi. Le lait n'est plus, on ne trouve plus de lait dans un pays comme la Tunisie. On n'a plus le droit d'avoir, il n'y a plus même de viande, il n'y a plus aucune sécurité sur tous les plans. Je suis d'accord avec vous en matière de gouvernance, mais je ne suis pas d'accord avec vous en matière d'évolution de l'écriture de la Constitution. Mais je veux quand même conclure par une chose. En une minute, hein, Madame Bacal. Oui. Moi, la chose qui me perturbe aujourd'hui le plus et qui me fait le plus peur et qui m'inquiète le plus pour l'avenir de notre pays, c'est la montée de la violence, quelles que soient ses origines, qu'elle soit d'ordre idéologique. L'absence de dialogue. Et l'absence de dialogue. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très, très contente de vous... qu'on soit dans ce face-à-face et que chaque fois que je rencontre soit des jeunes salafistes ou bien des jeunes de votre parti, j'essaie d'en savoir plus parce que je trouve qu'il est fondamental aujourd'hui que le Tunisien apprenne à écouter l'autre Tunisien et qu'on parle avec des mots et non pas avec des coups et qu'on arrête toutes ces formes de violence. Bien, parce que vous avez parlé de la violence verbale. Moi, je suis d'accord avec vous pour les insultes, mais aussi, il y a une autre forme de violence. Moi, quand quelqu'un, parce que je ne porte pas le voile, il me traite d'impur, voilà, il me dit vous n'êtes pas une bonne musulmane, et ça c'est de la violence verbale pour moi comme pour des tas d'autres jeunes femmes en Tunisie, et j'aimerais qu'on arrête de se rejeter la balle et la culpabilisation et qu'enfin on ouvre un vrai dialogue national. Et si les partis politiques ne sont pas capables de faire ça, il faut que le peuple tunisien soit capable de faire ça. J'aimerais conclure avec quelques versets du Coran, du noble Coran. Je vais le lire au départ en arabe et puis donner la traduction de ses sens en français. Je vous en prie. Si vous le permettez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa anuhkum baynahum bima anzalallah. Wa la tattabi' ahwa'ahum. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وفإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Cette traduction en français: juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent le jugement révélé, sache
qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Allah existe, c'est une vérité rationnelle, c'est une vérité pure et dure. Pour nous, les musulmans, on ne parle pas de relativité ou de réalité relative. On parle d'une vérité. Il y a d'autres choses qui ne sont pas aussi fermes, mais Allah existe et nous sommes tenus de suivre ce qu'Allah a révélé à notre prophète. Et c'est avec le califat sur la voie de la prophétie, non pas sur la voie d'une tendance politique bien déterminée, mais seulement sur la voie de la prophétie que nous allons renaître et nous allons revoir une renaissance pour nous et pour le monde entier. Très bien. On va terminer juste sur un sujet. Alors, Madame Bakkal. Je ne remettrai pas en question vos paroles quand vous dites Allah existe. C'est une telle évidence pour moi que je me demande pourquoi on en fait un problème. C'est encore détourner la trajectoire de la révolution que de parler de tout ça. J'aimerais qu'on revienne une minute chacun sur deux points. Le premier, quand même, on est lundi 14 janvier 2013. Une pensée pour nos morts de la révolution. Ouais. Je pense que Allah yarhamhum, ils ont lâché du sang pour notre Tunisie, que tous les partis, il peut y exister 100 000 partis, nous sommes tous ici réunis pour notre Tunisie, pour que notre Tunisie soit, je ne vais pas dire plus moderne parce que ça va peut-être vous... Oui, moderne. Moderne, une Tunisie moderne. L'islam, c'est le modernisme, voilà. Ce n'est pas... on est tous pour un islam modéré, sûrement. Alors, une pensée pour nos martyrs de la Révolution. Et après, juste après, on revient. J'aimerais savoir votre avis sur l'affaire Sami El-Fehri. Alors, pour les martyrs de la Révolution, une pensée pour eux. Oui, une pensée pour eux. On ne peut pas être plus proche d'eux qu'en ce jour du 14 janvier qui, je pense, pendant de très très longues années, va toujours nous ramener vers ces martyrs, vers Mohamed Bouazizi, vers tous les jeunes qui n'ont pas eu peur de la dictature, qui sont descendus dans la rue. Et malheureusement, beaucoup de gens essaye d'usurper la place de ces martyrs. Et donc, on ne peut avoir qu'une partie pleine de respect aujourd'hui. Le parti Massal organise quelque chose pour le jour de la Révolution aujourd'hui? Oui, nous sommes déjà descendus dans la rue pour plusieurs manifestations culturelles avec d'autres partis tels que les partis alliés et futurs aussi alliés. Et donc, on est tous ensemble. Personnellement, je n'ai pas beaucoup tenu à être à l'ANC parce que toutes ces festivités officielles, entre guillemets, m'ennuient, au moins, je peux dire m'ennuient. Et donc, j'ai préféré être dans la rue avec le peuple, avec les jeunes, avec les intellectuels et avec les partis démocrates. Monsieur Tattar. Ce que je veux dire après ces 2 années, c'est que le Parti de la Libération, Hizb ut-Tahrir, reste aux côtés de tous les blessés de la Révolution, les familles des martyrs et tous les musulmans en général, que ce soit ceux qui sont encore blessés par l'absence de notre loi et de notre régime politique. J'aurais voulu terminer par ça, mais on va revenir juste sur l'affaire Sami El-Fehri. Quel est votre sentiment par rapport à cette affaire? Moi, je trouve qu'on a énormément grossi cette affaire, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de part et d'autre, et particulièrement de la part de la soi-disant justice indépendante, d'avoir fait de Sami El-Fehri un martyr. Et j'aurais préféré que Sami El-Fehri soit à l'extérieur, mais qu'il soit bien jugé pour rendre une partie de tout l'argent qu'il a usurpé de la télévision tunisienne. Monsieur Tattar. Et en plus, je veux rajouter quelque chose. C'est que quand Sami El-Fehri fait la grève de la faim, quand Sami El-Fehri est injustement retenu contre toute pratique de justice, il n'est pas le seul.
et que ce que je regrette le plus, c'est qu'on ne parle que de Sem El Fehri pendant que 56 autres jeunes, que pendant que 10 étudiants qui ont manifesté autour de l'ambassade américaine sont aujourd'hui privés de leurs droits les plus élémentaires pour pouvoir poursuivre leurs études, entre autres, et qu'on n'est même pas sûr que quand ils seront jugés, ils seront les vrais coupables. Monsieur Attal. Bon, pour Sem El Fehri, je dirais que s'il y aurait un système, s'il y aurait en place le système de califat, il aurait été déjà jugé et on ne serait pas jusqu'à ce jour encore dans un processus de grève de la faim. Très bien. C'est un système qui... Vous parlez de sharia, et moi je parle d'indépendance de la justice. Non, mais enfin, le système, comment vous avez dit? Le système du califat. Le système du califat. Bon, ce sont deux systèmes qui moi, sont je parle du système actuel. De justice indépendante. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission Débat News. Nous retrouvons bien sûr lundi prochain avec d'autres invités pour discuter de l'actualité. On va rester bien sûr dans le thème de Débat News la semaine prochaine. On va discuter de l'actualité de la semaine comme d'habitude. Bonne fin de soirée sur Tunisnet TV. Au revoir, à lundi prochain. يا شعب لا يحكي ولادك، يا شعب لا يحكي اخواتك، يا شعب لا يبارك، يا شعب لا يسمح، يا شعب لا يعظيم.